Très bien. Alors la réflexion que je vous propose aujourd'hui est tirée d'un projet de recherche qui a commencé en juin 2021, un projet de recherche financé par le FNS qui s'intitule Cinéma et neuropsychiatrie en Suisse autour des collections Waldau, un projet pour lequel j'ai différents partenaires scientifiques, dont Christian Bonnat, qui est historien de la médecine à l'Université de Strasbourg, Peter Köhler, qui est neurologue et historien de la neurologie, Lorenzo Lorusso de l'hôpital San Leopoldo à Merate, qui est neurologue et historien de la neurologie, et professeur Simone Venturini, qui est professeur en histoire du cinéma à Udine. Ces films sont actuellement conservés à la Cinémathèque suisse, à Panta, dans le canton de Vaud. Ils comptent environ 200 films qui sont d'une durée très variable. Hein, ça peut aller d'une minute à plusieurs dizaines de minutes. Ces films donc, sont à la Cinémathèque et sont en format 35 et 16 mm. Donc la plupart de ces films se situent entre 1920 et 1970. Il y a encore au musée de la psychiatrie de Berne à la Waldau je pense, des centaines de vidéos qui mériteraient aussi d'être restaurées et analysées. Pour la petite histoire, ces films ont été retrouvés dans les années 90 par le concierge de la Waldau dans des pièces très dispersées au sein de l'hôpital. Et les films ont été déposés, une première partie en 2000 et une deuxième partie grâce au projet FNS en 2021. Donc on a à peu près 250 films sur lesquels on travaille. Alors ici, vous avez une timeline qui montre un petit peu les différents groupes, qui retracent sur le plan temporel, mais aussi spatial, ces différentes collections, dont vous avez les deux groupes de films les plus importants se situent dans les années 50. Ce sont des films qui ont été faits. Je vous donnerai, si jamais, je peux vous la donner, hein, la timeline. La plupart les groupes les plus importants ont été réalisés au sein de projets FNS. Ernst Grünthal, dont je vais vous présenter, est un psychiatre allemand qui arrive en Suisse en 1934 et qui dépose l'un des premiers projets FNS. Donc il décroche l'un des premiers subsides en 1953, déposé en 1952, il l'obtient en 1953. Et donc vous avez deux gros projets FNS, celui de Ernst Grünthal et celui de Theodor Spöri, qui est un psychiatre suisse-allemand. Donc, pour faciliter les choses, parce que j'imagine que c'est difficile à lire, ici vous avez une timeline un tout petit peu plus simplifiée qui montre les films les plus importants. Donc, le premier, je dirais, qui date de 27-32, et puis on termine avec les films du projet FNS en 54-57. Et puis vous avez à gauche la Waldau et à droite autour de la Waldau, puisqu'on prend aussi en compte des films qui ont été réalisés dans d'autres hôpitaux en Suisse et notamment à Berne. Et on prend aussi en considération des films que nous avons trouvés dans les archives, qui ne sont pas forcément suisses, mais qui ont été faits en Allemagne. Et il y a deux grandes collections absolument extraordinaires, qui sont les films de Karl Kleist, un neurologue psychiatre allemand, des films qui datent de 1925, et puis les films de Ludwig Mayer, qui sont des films des années 30, qui montrent des patients mis sous hypnose. Et puis la formidable collection de Bâle, sur laquelle je travaille personnellement au sein du projet, c'est à peu près 180 films qui ont été réalisés à l'hôpital de la Friedmatt à Bâle. Et en plus de ça, nous avons aussi les films de Linsenspital, on pourra en reparler si jamais, notamment les films de Valentine de Kervin. Alors, pour vous donner une idée, voici un exemple d'un film qui n'est pas monté, c'est vraiment un rush issu de la collection que j'appelle Ernst Grünthal, qui date de 35-38, qui nous montre juste un patient qui marche devant le laboratoire d'anatomie cérébrale, qui est vraiment le berceau, si vous voulez, de cette collection de films. Donc, c'est un des tout premiers films réalisés par Grünthal une fois qu'il arrive à la Waldau. Encore un autre exemple, puisqu'il s'intéresse beaucoup à la démence sénile, et c'est l'un des premiers à utiliser aussi l'électroencéphalogramme en Suisse, et qui nous montre en fait la dégradation de l'état de cette patiente. Donc on nous la montre dans un premier temps très agitée,
très perturbé. Souvent dans ces films, on voit le personnel médical, que ce soit les patients, enfin les médecins, les assistants des médecins ou le personnel soignant, infirmier. Ils sont très précieux de ce point de vue-là. Ils nous permettent aussi de faire l'histoire du métier d'infirmier depuis 1920 jusqu'à 1970. Et puis c'est aussi un film qui montre à quel point certains patients ont parfois ou peuvent peut-être avoir conscience de la caméra et résistent ou du moins sont réticents à faire ce qu'on leur demande de faire. Alors ici, vous avez ce qu'on appellerait un insert dans le vocabulaire de l'analyse filmique, un insert sur l'électroencéphalogramme de cette patiente. Et puis, là, je saute, c'est un film qui dure à peu près une douzaine de minutes, un deuxième extrait qui montre son état 2 ans après et qui montre la perte de la vitalité, de sa vitalité. Elle est beaucoup plus amorphe et puis les interactions avec elle sont plus difficiles. Elle est beaucoup moins réactive. Et puis il y a une troisième partie qui la montre vraiment dans un état encore plus grave que celui qu'on voit actuellement. Bon. Je passe là-dessus. Je vous montre juste des captures d'écran d'un film que je n'ai pas eu encore le temps d'anonymiser, qui est un film de Théodore Speury, donc qui est ce deuxième dépôt, en fait, cette deuxième grande collection de films qui a été déposée récemment et qui montre des films qui sont accompagnés pour la plupart d'entre eux de bandes son, donc qui mettent en scène des scènes d'interaction entre médecins et patients, notamment via la parole, donc avec des moments aussi qu'on pourrait qualifier de psychothérapie. Malheureusement, les bandes-son n'ont pas été retrouvées, donc c'est un peu un exercice d'équilibrisme d'interpréter ces films sans avoir la bande-son, même si on peut déduire beaucoup de choses à partir de l'image. Et puis ici, quelques exemples d'autres. Alors un film de nouveau d'Ernst Grünthal qui montre le fonctionnement de l'électroencéphalographe, et puis deux films de Valentine de Kervin, qui est une infirmière à l'Inselspital, fille de Fritz de Kervin, peut-être que vous connaissez, célèbre chirurgien suisse, et puis un film de l'UPK, ce que j'appelle l'UPK, c'est les films de la Friedmat, qui montrent de la thérapie par la danse. Donc on a différents types de films, des films que l'on analyse à travers une approche en termes de cinéma utilitaire ou useful film. L'idée, c'est d'analyser la manière dont ces films se sont réappropriés par les médecins, quelles sont les fonctions que revêtent ces films, quels sont les éléments qui intéressent les médecins, des médecins donc, qui appartiennent à une institution et qui vont déterminer, si vous voulez, les usages de ces films en fonction des besoins de cette institution. Donc ici, je lis la citation d'Acland Devasson. The concept of useful cinema does not so much name a mode of production, a genre or an exhibition venue, as it identifies a disposition, an outlook, and an approach toward a medium on the part of the institutions and institutional agents. Donc on peut considérer les médecins comme des agents institutionnels. Donc on se pose ce type de questions. Quels sont les besoins, les attentes du corps médical vis-à-vis des films? Quels sont les besoins, les attentes, les objectifs implicites ou explicites? Quel est surtout, et ça c'est une question pour moi vraiment essentielle, puisque j'utilise ce corpus du point de vue de l'histoire du cinéma en tant qu'historienne du cinéma et non pas en tant que neurologue ou historienne de la neurologie, mais quelles sont les conceptions du cinéma qui sous-tendent ces usages du film et que disent ces films
à propos de la maladie des patients, du personnel médical, des institutions médicales et inversement, hein, que disent ces films aussi du cinéma, hein, lorsqu'il est utilisé dans ce contexte. Et comme le dit Scott Curtis, un collègue historien du cinéma, les usages du cinéma par les médecins dépendent de l'adéquation entre une logique disciplinaire, donc hein, les thérapies, les diagnostics, les protocoles, les théories hein, qui sous-tendent une discipline, en l'occurrence ici une discipline médicale, la neuropsychiatrie, et les caractéristiques formelles qui sous-tendent le langage cinématographique hein, et qui sont propres au médium cinématographique lui-même. Hein, donc on va par exemple se demander quelles sont les propriétés formelles du médium filmique qui sont privilégiées par les médecins. Est-ce que c'est l'arrêt sur image, le gros plan, le montage, la mise en série? Et précisément, j'ai cité les cas les plus importants. Hein. Et puis, comment, effectivement, cette appropriation du cinéma par les neuropsychiatriques contribue à la fois à modifier leur savoir et le cinéma lui-même, puisque beaucoup de ces psychiatres et neurologues vont plier la technologie du cinéma à leurs propres besoins. Hein. Alors, en guise d'exemple, je vous propose, hein, je vous ai montré des petits exemples, mais j'aimerais vous faire une analyse peut-être un tout petit peu plus détaillée d'un film, d'un film qui fait partie de l'ensemble de films réalisés sous l'égide de ce médecin, de ce psychiatre allemand, Ernst Grünthal, qui arrive, donc qui fuit le nazisme hein, en 1933, qui arrive en Suisse et qui s'installe à la Waldau, où il obtient un poste. Et dès qu'il arrive en Suisse, il demande un subside de la fondation Rockefeller pour fonder le laboratoire d'anatomie cérébrale, donc le Hirnanatomisches Institut, un laboratoire qui contient un film labor, donc une pièce, hein, vraiment un laboratoire cinématographique, une pièce dans laquelle il va non pas réaliser les films, hein, dans lequel il stocke son matériel, il fait tirer ses films dans d'autres laboratoires externes, mais il va, au sein de ce laboratoire, par exemple, faire tous les intertitres lui-même à la main, donc on reconnaît son écriture hein, dans ces intertitres que vous voyez, et puis il va demander 2 projets FNS, l'un, le premier qui lui permettra d'acheter une caméra et le deuxième qui lui permettra de réaliser un certain nombre de films avec des collègues de la Waldau sur plusieurs années. Et je vous montre donc ce film qui est muet, sur lequel peut-être je vais un petit peu discuter, enfin parler, qui montre en fait l'effet du parpanite, une molécule mise au point par la firme pharmaceutique Geigy, et qui découle en fait d'une collaboration entre Grünthal et Robert Domingeau, qui travaille pour Geigy, qui est un pharmacologiste. Et l'idée, c'est de tester l'efficacité de cette nouvelle molécule sur les tremblements, donc qui est censé avoir des effets antispasmodiques, notamment chez les patients atteints de Parkinson et d'athétose. Donc dans ce film est assez long, il date donc comme vous le voyez de 45-46, et il nous montre 4 patients successivement, dans une logique de l'avant et l'après. On leur donne une dose enfin on les filme d'abord dans leur état normal, on leur donne une dose de parpanite, et puis ensuite on les filme pour montrer comment le médicament a fait son effet. Alors au départ, ce médicament va être utilisé sur ces patients qui souffrent de la maladie de Parkinson notamment. Puis dans un second temps, à la Waldau, ce médicament sera utilisé dans le cadre de cures d'électrochocs pour éviter les mouvements trop brusques des membres qui peuvent causer des lésions osseuses. Et habituellement en Suisse, on utilise la belladone et le curare. Donc en fait, ils se demandent si Grünthal avec son assistant font des recherches pour voir si on peut remplacer ces substances avec le parpanite. Et
Et tous les films, là, ces extraits que vous voyez sont filmés vraiment soit au sein du laboratoire d'anatomie cérébrale, soit au pied des patients. Donc là, ici, je passe ici parce que vous avez un autre exemple. J'aimerais juste faire une remarque rapide sur l'esthétique, la dimension esthétique. Les films de Grünthal, dont on sait qu'il réalise tout lui-même, hein, il ne fait pas appel à un opérateur professionnel pour ses prises de vue. Ces films se distinguent par leur amateurisme par rapport à d'autres ensembles filmiques. Les problèmes d'éclairage, les mouvements de caméra peu fluides, la variété aussi des lieux de filmage, le fait que Grünthal réalise absolument tout lui-même, du début jusqu'à la fin, font que ces films appartiennent ou s'inscrivent dans le paradigme de l'amateur du cinéma, de l'amateur en cinéma, un terme que j'emprunte à mes collègues Benoît Turchetti et Valérie Vigneault. Mais je passe là-dessus pour revenir sur le Parpanit. Donc vous les avez vus, on voit 4 patients qui souffrent de Parkinson et d'athétose. Ces films empruntent une structure très courante dans les films médicaux d'un récit de l'avant et de l'après, lorsqu'on met en scène ou on met en récit une sorte de thérapie. Cette drogue est développée par le pharmacologiste Robert Domingeau, mais elle ne sera jamais mise sur le marché en raison de ses effets secondaires. Et voilà, je vous ai dit aussi que le Parpanit est utilisé pour réduire les effets de l'électrochoc. Ce qui est intéressant, c'est que l'analyse de l'utilité des collections Waldau oblige à prendre en compte leur nature très hétérogène, parce que dans les faits, une prise de vue est rarement seule, elle appartient à un groupe, soit d'autres prises de vue ou un groupe de films plus large. La plupart du temps, ces films, les prises de vue sont liées à d'autres films. Le montage, notamment des plans, peut s'effectuer soit au moment du tournage, soit dans l'après-coup, au moment de ce qu'on appellerait la post-production sur le banc-titre. Et l'aboutage des différentes prises de vue hétérogènes reflète une pratique qui est vraiment au cœur de la psychiatrie, qui en tant que science cumulative tend à multiplier les prises de vue, qui permet donc aux médecins aussi de revoir ces films dans l'après-coup et aussi de les montrer à d'autres collègues. Donc cette herméneutique, ce que j'appelle l'herméneutique de la sérialité, qui est au cœur de la psychiatrie, aussi convient très bien, si vous voulez, au médium filmique, qui permet de créer des films qui adoptent une structure anthologique. Voilà. Les films montés se présentent sous différentes formes et la succession des différentes prises de vue peuvent suivre différentes fonctions, obéir à différentes fonctions. Ces films permettent d'observer les signes des troubles neurologiques, psychiques ou neuropsychiatriques dans une perspective nosographique ou dans une perspective de diagnostic. Ils permettent de grouper différents cas d'une même pathologie. Ils permettent de rendre compte de l'évolution de l'état d'un malade sur le long terme. Ils permettent d'attester aussi l'effet d'un traitement au sein d'un récit, ce que j'appelle le récit du care, du soin, qui juxtapose l'avant et l'après, comme on l'a vu. Ils permettent de mettre en série différents cas cliniques ou différents cas d'une même pathologie, suivant une logique ontologique, comme on l'a vu, ou alors ils permettent de constituer une sorte de matrice à images utile pour illustrer, à l'aide d'images fixes, des articles scientifiques, puisque la plupart de ces films sont réutilisés ensuite pour les publications scientifiques de Grünthal. Mais ce qui m'intéresse ici particulièrement, c'est que la juxtaposition des plans hétérogènes au sein d'un même métrage répond aussi aux nécessités des médecins qui projettent ces films à leurs étudiants, mais aussi à leurs collègues qui sont dans des institutions, alors soit au sein de leur institution, soit lors de leur voyage à l'étranger. Et vraisemblablement, ces films utilitaires fonctionnent sur le même mode que nos présentations PowerPoint actuelles. Ils servent à véhiculer un état de la connaissance transmis à un groupe de personnes dans un contexte et un cadre précis avec l'appui d'explications verbales, puisque tous ces films sont accompagnés aussi de commentaires livrés par le médecin. Alors, c'est difficile de savoir si c'est pendant la projection ou après, mais en tout cas, il y a des commentaires.
le médecin, donc l'absence notamment d'intertitres pour certains films, laisse penser qu'effectivement ces films étaient accompagnés d'un commentaire. Le médecin donc assume tous les rôles, hein. Il est une sorte de chef éditorial du matériau filmique. Il détermine à la fois l'ordre dans lequel ces fragments de films vont être montrés, la vitesse de défilement, mais aussi l'interprétation des images grâce à du texte. Et un autre facteur explique l'hétérogénéité des films, à mon avis, c'est, en plus de ce que je vous ai dit, la circulation de films à travers des présentations PowerPoint. L'hétérogénéité s'explique aussi par la pratique des rééditions de prises de vue qui proviennent d'autres époques et d'autres collections dans le cadre d'un film monté qui confirme aussi la circulation des films, puisque les films sont partagés, sont prêtés à d'autres médecins qui vont les réutiliser au sein de leur propre film, de leur propre montage. Et donc, on trouve beaucoup de copies, de versions d'un même film, parfois avec des intertitres qui proviennent d'époques différentes, parfois aussi dans un ordre différent. Donc, ici, vous avez un exemple d'un film que l'on a trouvé en 3 versions différentes dans les collections et qui nous permettent aussi de voir comment le film a été réutilisé selon les époques, puisqu'on arrive aussi, grâce à l'analyse de la pellicule, on arrive à savoir de quelle époque provient le film. Donc une pratique très, très courante, c'est un collègue qui va par exemple demander une copie à Ernst Grünthal, qui envoie cette copie, qui est utilisée à un moment donné, puis détruite, hein. On pourra revenir là-dessus, et puis redemander, il redemande une copie quelques années plus tard. Les copies reçues sont parfois effectivement détruites après leur usage, puis retirées quelques années plus tard, suite à une nouvelle sollicitation. Et c'est le cas ici, grâce à la correspondance, on arrive à retracer cet aspect. Et là, c'est toujours ce que je vous montre, c'est des documents qui sont liés au film que je vous ai montré, hein. C'est ce que montre la correspondance entre Grünthal et son ancien assistant qui part en Argentine après avoir travaillé à la Waldau, qui s'appelle Georges B. Udvarelli. Et ce film, cette correspondance est aussi très intéressante parce que Grünthal insiste sur la valeur historique de ce film qui montre les 4 premiers patients de l'histoire de la neurologie à être traités avec le parpanite. Et puis, il conseille aussi, dans cette correspondance, de conserver les fragments du film les plus caractéristiques en invitant son collègue à supprimer un des 4 cas qui est moins emblématique, si vous voulez, c'est le cas d'Athétose. Alors, sur cette base, on peut envisager ces films en termes de matrice d'images, comme on peut le lire aussi dans un échange entre Walter Hess et Grünthal. Vous connaissez Walter Rudolf Hess, hein, qui est un prix Nobel de physiologie, puisque Ernst Grünthal lui demande des films en 1945, il passe commande auprès de Walter Rudolf Hess, qui est à Zurich à ce moment-là, hein, et il lui demande certains films qui permettent d'étudier l'irritation de l'hypothalamus, des films donc réalisés pour compléter ses recherches, hein, sur l'hypothalamus. Et dans cette lettre du 18 juin 1945, Walter Rudolf Hess utilise un terme, je trouve très éloquent, de film matrice originale, à partir duquel en fait on peut tirer plusieurs films, plusieurs métrages, hein, que l'on pourra adapter à nos besoins, hein. Donc le film est vraiment un matériel extrêmement souple et adaptable en fonction des besoins du médecin qui aura à l'utiliser dans différents contextes, que ce soit dans le cadre de son enseignement ou dans le cadre de ses recherches ou de ses présentations lors de congrès. Ce phénomène de circulation de films et de réappropriation de ces films par des médecins selon des besoins conjoncturels et des facteurs contingents font de ces objets ce que j'appelle des produits semi-finis, un terme que j'emprunte à un célèbre historien du cinéma, Thomas Elcesser, qui appréhende effectivement le film comme un produit semi-fini qui est achevé uniquement au moment de sa projection, au moment de sa réception par un public dans un cadre particulier, hein. Et c'est ce que dit Thomas Elcesser, le film requiert une représentation pour être achevé et un événement pour être actualisé, c'est-à-dire il requiert un lieu dans lequel prennent place des interactions entre des individus,
entre film et spectateur, entre spectateurs aussi, lors de cet événement que constitue la projection. Et puis, cette souplesse éditoriale place en outre les historiens et les historiennes du cinéma face à la question de la biographie des films, un concept que j'emprunte à mes collègues Mario Schulze et Sarine Waltenspül pour appréhender ce processus très dynamique de fabrication et d'usage et de réception de ces films de recherche. De fait, les films neuropsychiatriques ne peuvent pas être appréhendés à un seul point de leur parcours, puisqu'ils ont bien souvent plusieurs vies au sein de ce parcours, au fil de ce parcours, depuis leur réalisation jusqu'à leur réception, leur réemploi à des époques et dans des contextes différents. Donc voilà, les films doivent être compris à différents points de leur vie et de leur parcours, y compris lorsqu'on les réutilise aujourd'hui, comme je le fais maintenant, puisque j'ai pu obtenir un financement pour numériser tous ces films et je les réutilise dans leur version numérique. Et puis pour donner juste un exemple, ce concept de biographie de film est très bien illustré par deux autres films de la collection Waldau, autour d'un cas de Franz Brundle, qui est un homme qui a souffert d'un trouble de la mémoire à court terme à cause d'un empoisonnement au gaz. Et donc c'est un patient qui a été filmé 2 fois, une première fois à Würzburg par Ernst Grünthal et Störing, donc un film qui va être utilisé notamment pour illustrer des publications scientifiques. Et puis ce film va être, j'appelle ça le remake du premier film, puisqu'il est très proche, sauf qu'il y a une grande différence dans le film de 1935, qui est fait uniquement par Störing, qui est en Allemagne, puisque ce film est réalisé dans les studios de l'UFA, avec l'aide d'un professionnel du cinéma et qui est sonore. Et donc le commentaire sonore ajoute quelque chose en plus ou en moins, je ne sais pas, selon les points de vue. En tout cas, produit un effet très étrange, alors que le premier film ne suscite aucune polémique, puisqu'il répond au code habituel du film d'observation scientifique. Le deuxième, qui est tourné en studio, va susciter la polémique auprès des professionnels de la santé, notamment le neurologue suisse Fritz Lottmar va causer une polémique autour de ce film, accusant Störing d'instrumentaliser son patient, de dramatiser son cas par rapport à la gravité du trouble et de porter sur lui un regard inquisiteur, encourageant le voyeurisme des spectateurs. Et on voit ça à travers une correspondance entre notamment Grünthal et Fritz Lottmar. Et puis, pour la petite histoire, ce film a été notamment montré lors d'un symposium à la Société de psychologie de Berne en 1953, et c'est un des moments clés de ce que j'appelle un soap opéra médical, où vraiment beaucoup de personnes vont reprocher à Störing d'instrumentaliser son patient. Alors, je ne pense pas qu'on a le temps de voir un extrait. On n'a pas le temps, mais on pourra y revenir si jamais. Et je conclus pour dire que le film donc, fait polémique. L'usage du film, je n'ai pas eu le temps de développer sur ces aspects, mais c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup. Est-ce que le film fait consensus dans la communauté médicale? Non, vraiment pas. C'est une méthode qui fait discussion, qui fait l'objet de discussion. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Les patients résistent, mais aussi le film parfois dépasse les intentions des médecins, montre des choses, montre le médecin parfois aussi sous un mauvais jour, pour le dire vraiment de manière très cavalière. L'autre chose, c'est que l'utilité des films de recherche en neuropsychiatrie fluctue en fonction des époques, des groupes qui vont utiliser le cinéma. Il faut insister sur le fait que le cinéma utilitaire a une fonction très, très éphémère. C'est un matériel très éphémère, d'où aussi le fait que parfois certains hôpitaux se soient débarrassés de ces films, puisque leur message scientifique était caduque à un certain moment donné, de l'histoire de la neurologie et de la psychiatrie,
qui a avancé très très vite au cours du XXe siècle. Et puis, l'utilité de ces films peut augmenter ou diminuer en fonction du temps et des époques. Aujourd'hui, effectivement, depuis une quinzaine d'années, ces collections filmiques sont revalorisées, réétudiées par des équipes interdisciplinaires comme la mienne, donc aussi bien des neurologues, des historiens de la médecine et des historiens du cinéma ou de l'art qui s'intéressent à ces objets qui sont extrêmement fascinants, enfin, ils sont tout à fait fascinants. Et puis, si vous voulez en savoir plus, sur hypothèse.org, nous avons un blog lié à ce projet de recherche, un blog qui s'intitule Cinéma et psychiatrie en Suisse et en Europe. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.